Bonjour, nous allons commencer ce cours donc, de métabolomique. Nous allons aborder les chapitres suivants. D'abord, une introduction, nous essaierons de définir la métabolomique et de présenter son intérêt, ses domaines d'application. Nous verrons ensuite, de façon peu approfondie, les bases de chimie analytique qui sont utilisées en métabolomique, en particulier les bases des techniques d'extraction et les bases des techniques séparatives, à savoir la chromatographie. Nous parlerons ensuite de spectrométrie de masse, donc nous verrons le principe de cette méthode de détection et d'analyse des métabolites, les principales sources d'ionisation des spectromètres de masse et leurs principaux analyseurs de masse. Nous verrons ensuite l'analyse des données métabolomiques, qui est une étape importante. D'abord, nous parlerons de la gestion des biais et de la correction des erreurs dans les jeux de données. Nous verrons le traitement des données brutes et puis les techniques statistiques qui permettent d'interpréter les données. Et enfin, donc, un chapitre sur l'identification des molécules. Enfin, dans le dernier chapitre, nous verrons des exemples tirés de la littérature d'études métabolomiques dans trois domaines. Le domaine donc, des sciences alimentaires au sens large, donc les foodomics, puis ensuite, de façon un peu plus fondamentale, le domaine de la génomique fonctionnelle, et enfin, le domaine du diagnostic clinique. Alors commençons par définir la métabolomique. Donc à ce terme métabolomique sont associés d'autres termes que vous avez peut-être entendus déjà, donc les techniques de LCMS ou de GCMS. On parle parfois aussi de lipidomique, on parle de voies métaboliques, de données massives, on parle de métabolisme primaire, de métabolites secondaires, on peut parler aussi de profilage ou de prise d'empreinte, de fingerprinting, etc., etc. Donc il y a une nébuleuse comme ça de termes qui sont presque systématiquement associés à la métabolomique. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, pour comprendre, il faut resituer la métabolomique dans le contexte plus général des sciences ou des techniques omiques. Donc le suffixe omique signifie tout, total, global. Donc le premier terme qui a été forgé dans ce sens, c'est le terme génomique. Donc après avoir réussi à séquencer le génome complet de certaines espèces, on est entré dans l'ère post-génomique. Donc on a à disposition l'ensemble des séquences génétiques des organismes et en particulier la séquence des gènes qui codent les protéines. Et on peut dire que à l'heure actuelle, ce travail continue, le travail de séquençage, et on a accès à de plus en plus d'informations concernant les gènes. Le deuxième terme qui a été forgé dans le même esprit, c'est le terme de transcriptomique, puisqu'il y a des techniques qui permettent d'analyser la totalité des ARN messagers d'un échantillon biologique, donc la totalité des transcrits, qui permettent donc à la fois de les identifier, de les relier à des séquences de gènes, mais aussi de les quantifier. Le troisième terme, c'est le terme de protéomique. Alors contrairement aux deux autres, aux deux précédentes approches, la dimension omique est beaucoup plus difficile à atteindre quand on analyse des protéines pour plusieurs raisons. La première, c'est que qu'il s'agisse d'ADN ou d'ARN, on peut amplifier le signal et donc augmenter les seuils de détection des signaux d'ADN ou d'ARN. Alors qu'en protéomique, ça n'est pas possible. Et puis la deuxième raison, c'est que il y a une certaine homogénéité biochimique des acides nucléiques, hein, l'ADN, qu'il soit issu d'un organisme ou d'un autre, finalement, a les mêmes propriétés physico-chimiques et s'analyse de la même façon. L'ARN, les ARN messagers aussi, à quelques nuances près, alors que les protéines sont extrêmement variées. Il y a des protéines qui ont des propriétés physico-chimiques très différentes, certaines sont grosses, d'autres petites, elles peuvent être hydrophiles, hydrophobes, elles peuvent être associées à d'autres éléments, comme des sucres par exemple, et donc il y a une diversité qui rend leur analyse beaucoup plus difficile, mais enfin, l'intention est la même, il s'agit d'essayer de quantifier, d'identifier l'ensemble des protéines d'un échantillon biologique. Et puis enfin, la métabolomique, donc qui concerne l'analyse, si possible exhaustive, de l'ensemble des métabolites d'un échantillon. Et dans ce domaine, on trouve les mêmes limites que pour la protéomique, mais en pire, puisque la diversité physico-chimique des métabolites est très grande, il est difficile de les analyser, il est impossible de les analyser avec une technique unique. Donc, génomique et transcriptomique, la dimension omique est vraiment atteinte. L'ambition est
est satisfaite. Par contre, en matière de protéomique et encore plus en matière de métabolomique, on est loin pour l'instant de la dimension omique. Alors ces démarches omiques s'inscrivent dans l'idée de la biologie des systèmes, donc de considérer un système biologique, un biosystème, comme un empilement finalement de niveaux d'organisation, avec en bas le génome, qui donc s'exprime sous forme d'ARN messagers qui sont transcrits, ce qui donne le transcriptome, l'ensemble de ces ARN, qui eux-mêmes éventuellement vont être traduits en protéines pour donner le protéome. Et ces protéines vont avoir, pour certaines d'entre elles, une action sur les métabolites pour donc produire le métabolome. Et le résultat de l'expression de tous ces niveaux d'information, c'est le phénotype, ou les phénotypes, ou le phénome, l'ensemble des caractères visibles ou mesurables du biosystème. Donc tout ça, évidemment, est lié et relié par des interactions assez compliquées, ou peut-être même complexes. Et donc il y a également une volonté d'essayer de développer des modèles, une modélisation intégrée de ces biosystèmes, donc en faisant appel très largement aux techniques de bioinformatique. C'est le développement de l'informatique qui permet de stocker, de gérer ces informations omiques et également de les lier les unes aux autres à travers des systèmes d'équations différentielles, par exemple, ou d'analyse statistique pour essayer de comprendre la logique globale du biosystème. Alors, une définition de la métabolomique, il s'agit d'essayer de quantifier de façon simultanée, exhaustive et non biaisée les métabolites dans un échantillon. Donc ça, c'est une définition simple de la métabolomique, autant dire que ça n'existe pas à l'heure actuelle. En 2019, en 2020, on n'a toujours pas la capacité d'atteindre cet objectif, mais évidemment, l'idée est de tendre vers cette définition. Une façon simple aussi de définir les métabolites, ce sont des petites molécules, par opposition aux macromolécules, que sont les protéines ou les acides nucléiques, justement. Alors, petit comment? Bien, il n'y a pas de véritable limite, ni conceptuelle, ni en termes de taille, pour définir ce qu'est un métabolite. Ça dépend souvent, la définition va dépendre souvent des outils qui sont utilisés pour faire l'analyse. Donc en GCMS, par exemple, grosse technique très utilisée, on va atteindre 800, 900 Dalton. On peut analyser donc des molécules qui sont petites, c'est l'ensemble, l'essentiel des métabolites se situe entre 50 et 1000 Dalton. Et on peut donc atteindre des tailles de 800, 900 Dalton. En général, on s'arrête à 600. Et en LCMS, par contre, on va pouvoir monter beaucoup plus haut, donc jusqu'à plusieurs milliers de Dalton. Il n'y a pas vraiment de limite. Et puis en RMN aussi, il y a moins de limites de taille. Alors on voit aussi que certains oligomères, donc des oligomères de sucre, des oligolignols, voire des petits peptides, peuvent tout à fait être considérés comme des métabolites dans un certain nombre de cas. Les petits peptides, par exemple la cystémine, qui est un peptide de 18 acides aminés, pour une taille à peu près de 2000 Dalton, n'est pas une protéine. Sa fonction et sa structure même, ne serait-ce que sa taille déjà, la rapproche plutôt de gros métabolites. Donc la cystémine a été identifiée dans les végétaux, la tomate en particulier au départ, et elle intervient dans la signalisation des stress biotiques chez les végétaux. Et puis par provocation, j'ai mis les petits ARN, effectivement, ce sont des ARN non codants qui sont de taille limitée, jusqu'à 6000 Dalton. Donc là, il ne viendra à personne l'idée de dire qu'il s'agit de métabolites, mais voilà, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de véritable limite de taille pour définir ce qu'est un métabolite. Les outils analytiques qui sont employés pour réaliser la métabolomique, donc il y a 3 types de détecteurs, qui sont des appareils qui permettent de quantifier et d'identifier les molécules. La spectrométrie de masse d'abord, l'ARMN, résonance magnétique nucléaire, et puis les autres détecteurs. Donc dans les autres détecteurs, on va trouver par exemple les appareils de mesure spectrométrique, de mesure fluorimétrique ou d'appareils à ionisation de flamme couplés à la chromatographie en phase gazeuse, par exemple. Enfin, si la RMN est très intéressante de par sa capacité à analyser la structure des molécules, elle a certaines limites en termes
limite de détection qui est assez élevée. Et puis aussi, si on analyse un extrait complexe en RMN, on va avoir un recouvrement des signaux qui rendra difficile l'identification des métabolites individuels d'un mélange. Donc elle est utilisée en métabolomique, mais elle a quelques limites intrinsèques qui font que ce n'est pas la méthode de choix à l'heure actuelle. Ça peut changer avec les progrès techniques. Ce qui est très utilisé à l'heure actuelle, c'est la spectrométrie de masse, et en particulier couplée à des techniques de séparation. Donc, les deux techniques de séparation principales sont la chromatographie en phase liquide et la chromatographie en phase gazeuse. La première est plutôt utilisée pour l'analyse de métabolites de polarité et de taille moyenne. Elle est intéressante aussi parce que les limites de détection peuvent être assez basses. Et la deuxième donc, est utilisée pour analyser les molécules volatiles, mais aussi les molécules apolaires, lipidiques, et puis les métabolites primaires, à condition de procéder à une dérivation chimique avant. Je mentionne l'électrophorèse capillaire, qui est peu utilisée, donc c'est plutôt pour l'anecdote, donc qui est plutôt réservée, elle, par définition, à l'analyse de molécules déjà chargées, donc ionisées. Alors, une fois qu'on a parlé des instruments, il faut parler de la démarche au laboratoire, le design d'une expérience métabolomique, donc les différentes étapes qui permettent de passer de l'échantillon pour arriver jusqu'à l'interprétation, une interprétation des résultats. Donc, tout commence par la collecte et la préparation des échantillons, qui est une étape importante, suivie d'une phase d'extraction. En général, on va essayer de dissoudre les métabolites dans des solvants. Éventuellement une étape de dérivation chimique pour modifier les molécules et les rendre analysables. Ensuite vient l'étape de séparation et de détection, donc en utilisant de la LCMS, de la GCMS ou de la RMN ou toute autre technique d'analyse des métabolites. Et enfin, le traitement des données et leur interprétation qui fait appel à des traitements statistiques un peu spécifiques, de traitement du signal d'abord en fait, et ensuite des analyses statistiques pour contribuer à interpréter les données. À gauche, vous voyez donc un certain nombre d'informations concernant ces différentes étapes, un certain nombre d'éléments qui sont concernés. En ce qui va concerner donc l'échantillonnage, eh bien, il va falloir faire attention, être attentif aux organes, aux tissus, éventuellement aux organites qu'on veut échantillonner, être très prudent aussi quant aux aspects cinétiques liés à l'expérimentation. Pendant la phase d'extraction, donc on peut utiliser plusieurs techniques d'extraction, on va en mentionner certaines, donc des extractions solides-liquides, liquide-liquide, des extractions dédiées sur cartouche, donc SPE, qui serait liquide solide, et puis être attentif à certains paramètres, la température, le pH, etc. Les techniques de séparation et de détection sont la chromatographie, la spectrométrie de masse et la RMN pour l'essentiel. Et puis, en matière d'analyse des données, on va distinguer couramment donc, deux types d'approches, les approches ciblées et non ciblées. Et enfin, donc, à droite, en rouge, je montre ici les biais, les problèmes qui sont associés à ces différentes étapes. Tout d'abord, lorsqu'on échantillonne ou lorsqu'on extrait, ou même lorsqu'on réalise l'analyse elle-même, avec un spectromètre de masse par exemple, eh bien, on a des problèmes de perte de compartimentation. Les métabolites ne sont pas uniformément répartis dans les tissus, ils sont compartimentés de façon donc logique, dans la logique du biosystème considéré, et souvent le broyage et l'extraction va perdre tout ou partie de cette compartimentation. C'est une information à laquelle on a rarement accès, et il est difficile d'accéder à cette information, même s'il existe des techniques pour le faire. Ensuite, on va évidemment diluer le signal, puisqu'on extrait dans un solvant en général. Donc, il va falloir être vigilant aux problèmes de limite de détection des appareils employés. Et enfin, donc, on a toutes sortes de biais quantitatifs, puisque certaines molécules vont réagir mieux aux procédures employées que d'autres. Elles vont mieux réagir à la procédure d'extraction, mieux réagir à la détection et à l'identification. Donc, on peut avoir des biais quantitatifs. En ce qui concerne la partie basse donc, de ce workflow, de cette séquence de travail, donc tout ce qui est séparation, détection et puis traitement des données et interprétation, il faut faire attention donc, à la sensibilité des appareils, donc à leur capacité effectivement à discriminer des quantités proches, aux capacités d'identification des molécules et de quantification de problèmes que nous aborderons dans le chapitre suivant.
Les problèmes, justement, les défis qui sont posés par les métabolites et la métabolomique, eh bien, sont liés à des propriétés particulières des métabolites. D'abord, ces métabolites sont hautement variables, hautement diversifiés. Il existe des centaines de milliers de structures chimiques différentes, ce qui fait qu'il est difficile d'utiliser une technique unique. Il faut adapter les techniques au type de métabolite qu'on souhaite analyser. Leur concentration dans les échantillons peut être très variable. Je prends deux exemples extrêmes. Dans la plupart des cellules, le glucose est abondant. Il s'agit d'une molécule qui intervient dans le métabolisme énergétique et donc qui est intéressante justement par la quantité d'énergie qu'elle contient. Et donc il y a de hautes teneurs en glucose dans les cellules végétales en particulier, qui font de la photosynthèse. On aura rarement du mal à détecter le glucose dans ces échantillons. Et puis, à l'autre extrême, vous avez des molécules qui sont tout aussi importantes d'un point de vue biologique ou physiologique, qui sont par exemple les hormones. Dans le cas des végétaux, les phytohormones, et qui ne s'accumulent pas, sont présentes à l'état de traces, parfois très difficiles à détecter. C'est le cas par exemple des gibérellines ou des brassinostéroïdes, et qui pourtant ont une action biologique très forte, qui vont souvent être intéressantes à analyser, à inclure dans les profils métabolomiques pour essayer de comprendre l'évolution du biosystème. Donc, des gammes de concentration très différentes. Là aussi, ça rend toute approche universelle d'analyse métabolomique complètement impossible à l'heure actuelle. Il faut voir aussi que le métabolisme est très dynamique, c'est-à-dire que le turnover, le renouvellement des métabolites, l'ajustement des flux métaboliques et donc des poules métaboliques dans l'échantillon, donc dans un biosystème, peut être très rapide, c'est de l'ordre de quelques secondes ou quelques minutes. Donc ça impose des procédures de prélèvement d'échantillons et de prendre des précautions pour gérer cet aspect changeant des quantités, d'un point de vue quantitatif, des métabolites dans l'échantillon. Et enfin, je l'ai déjà dit, le métabolome est compartimenté. Certains métabolites sont présents dans des compartiments précis, et cette information est très souvent perdue. Et on a également un effet de dilution. Si on broie un échantillon et qu'on extrait avec un solvant l'ensemble des métabolites, ou qu'on tente de le faire, eh bien ceux qui étaient très concentrés dans un compartiment subcellulaire, par exemple, très concentrés dans les chloroplastes, eh bien, vont se retrouver dilués, et il est possible qu'on ne voit pas des variations qui sont significatives d'un point de vue biologique dans le chloroplaste, mais on perd cette information par effet de dilution au moment de l'extraction. Ceci étant dit, l'approche donc qui est utilisée aujourd'hui en métabolomique, puisqu'il est impossible d'analyser l'ensemble des métabolites de façon exhaustive et non biaisée, c'est plutôt de rechercher des différences de signaux métaboliques entre des séries d'échantillons qui sont soumis à des modalités expérimentales différentes. Donc au départ, dans la démarche, on va produire des variations dans les échantillons. Donc on va utiliser par exemple des génotypes différents. On va étudier des individus sains et des individus malades, des individus témoins et des individus traités, avec un régime particulier, par exemple, avec un médicament auquel on a appliqué un stress, ou même en matière d'agroalimentaire, un procédé industriel. Et on crée donc des catégories d'échantillons dont on extrait les métabolites, et ensuite on va surtout essayer de trouver les différences, les changements entre les modalités expérimentales, donc les individus témoins et les individus malades, par exemple. Et une fois qu'on a identifié les signaux qui changent, qui sont modifiés dans ces modalités expérimentales, ensuite on essaiera de quantifier et d'identifier véritablement les métabolites qui sont associés aux signaux. Le rôle de la bioinformatique est très important, donc avec des procédures spécifiques dédiées, pour passer donc de données. Donc après le pré-traitement, on obtient des données, le pré-traitement des signaux, on obtient des données, donc une information brute sous forme de grands tableaux, et ensuite on essaie d'obtenir des résultats, c'est-à-dire des connaissances, en resituant ces informations dans un contexte biologique particulier. Donc on utilise pour ça des outils
de biostatistiques classiques, hein, des analyses de corrélation, l'intégration de données les unes avec les autres, des régressions, des analyses multivariées, et puis des projections cartographiques, par exemple. C'est un classique aussi. On va projeter sur des cartes du métabolisme les poules métaboliques, avec un code couleur, par exemple. En bleu, les métabolites qui ont diminué entre la condition A et la condition B, et en rouge, les métabolites, au contraire, qui ont augmenté entre ces deux conditions expérimentales. Là, je vais donner maintenant ma définition de la métabolomique, qui n'est pas la définition de la métabolomique, même si je pense qu'elle est partagée par beaucoup de chercheurs ou de gens spécialistes du domaine. Donc, à mon sens, il faut voir qu'il existe plusieurs façons d'aborder l'analyse du métabolisme, des techniques ciblées, ce qu'on trouve en bas à droite de ce graphique, donc, qui sont très spécifiques, qui permettent d'analyser un composé de façon extrêmement précise. Je pense aux méthodes enzymatiques, par exemple, hein, pour doser je sais pas, le glucose ou n'importe quel autre métabolite. On peut utiliser des techniques très adaptées qui auront l'avantage de fournir une qualité des données élevée en termes à la fois quantitatifs et qualitatifs, c'est-à-dire concernant l'identification de la molécule. Par contre, évidemment, la dimension, le nombre de métabolites est réduit, il est réduit à 1 dans ce cas. À l'autre extrême, on a les approches non ciblées, qui vont utiliser une technique la plus versatile possible pour détecter un maximum de métabolites, quelques centaines ou quelques milliers. C'est ce qu'on appelle communément la métabolomique, ce à quoi pensent beaucoup de gens quand on parle de métabolomique. Et puis, entre les deux se trouvent les approches multiciblées, donc des approches qui sont optimisées pour une famille de composés. Par exemple, les acides aminés, ou, autre exemple, analyser les lipides. Et évidemment, le nombre de molécules analysées simultanément dans ce cas-là est intermédiaire, donc c'est quelques dizaines ou quelques centaines selon les techniques. Eh bien, à mon sens, la métabolomique est un va-et-vient permanent entre ces différentes approches, non ciblées, multiciblées, ciblées, tout simplement parce que les approches non ciblées sont utiles pour générer de nouvelles hypothèses de travail, c'est-à-dire qu'elles sont exploratoires. On ne sait pas forcément, même on ne sait pas quelles sont les différences qu'on va trouver, et c'est ça l'intérêt. On cherche de nouveaux biomarqueurs, des biomarqueurs d'une situation physiologique par rapport à une autre. Donc on compare deux types d'échantillons, ou plusieurs types d'échantillons, et en regardant les différences, sans a priori, entre ces échantillons, on va identifier un certain nombre de molécules, ce qui va générer des hypothèses biologiques ou physiologiques pour interpréter, donc tenter d'interpréter ces différences. Mais lorsqu'on a fait ça, il est indispensable d'essayer de tester ces hypothèses, et à ce moment-là, on va souvent devoir développer une technique analytique plus précise, plus fiable sur le plan quantitatif. Il y a souvent aussi un travail à faire pour confirmer l'identification de ces biomarqueurs, si tant est qu'on ait des pistes, hein, ou alors carrément partir de zéro et de nouveau identifier ces biomarqueurs. Et là, on va se rapprocher donc de techniques beaucoup plus ciblées, ou de développement méthodologique pour mieux cibler les biomarqueurs. Et c'est ça, à mon avis, la métabolomique, c'est un tout, c'est utiliser les approches non ciblées et les approches ciblées pour répondre à des questions biologiques. Vous remarquez que pour chacune de ces approches, non ciblées, multiciblées, ciblées, eh bien, les procédures vont être un peu différentes. Par exemple, pour les approches non ciblées, on compare les signaux de différents échantillons, et ensuite seulement, quand on a trouvé des signaux qui varient, donc des biomarqueurs, on identifie les molécules. Ça se fait avec des appareils comme les TOF ou les Orbitram. Quand on fait du multiciblé, eh bien, évidemment, l'identification est première, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les molécules qu'on cherche, on dispose en général des standards purs de référence pour ces molécules, et on va pouvoir identifier les molécules, les quantifier, et ensuite donc comparer les échantillons et interpréter. Ça peut se faire avec les mêmes instruments que les approches non ciblées, mais aussi avec des instruments complémentaires, comme les triples quadrupôles, par exemple. Donc voilà, une vision de la métabolomique, à mon avis, qui est assez exhaustive aujourd'hui, et en tout cas, il est communément admis qu'on a des approches
non ciblés et multiciblés qui entrent dans le cadre de la métabolomie. Alors, quelques exemples très rapides hein, pour illustrer simplement ces approches. En termes d'analyse multiciblée, par exemple, on peut développer une méthode pour faire le profilage des caroténoïdes, donc avec une méthode UPLC triple quadrupole. Ici, c'est un exemple, un développement qui a duré 6 mois, donc pour profiler des caroténoïdes dans la baie de Golgi, lithium barbarum, avec donc la mise au point des procédures d'extraction, de chromatographie, de spectrométrie de masse, et d'optimisation et de validation des méthodes de profilage. Donc vous avez ici 2 chromatogrammes, un à gauche qui représente 7 standards purs, et puis à droite un échantillon biologique. Vous voyez, on ne retrouve pas toutes les molécules du standard pur, et on va trouver d'autres molécules, d'autres caroténoïdes qui ont les mêmes propriétés spectrales. Donc on se doute que ce sont des caroténoïdes, en particulier ils absorbent à certaines longueurs d'onde caractéristiques, mais autour de 400-500 nanomètres, mais donc ils ne sont pas identifiés. Donc on a ici une approche un peu hybride, où on a à la fois du multi-ciblé avec les métabolites disponibles dans le commerce, et puis une approche un peu non ciblée, puisqu'on observe des signaux qui correspondent à d'autres molécules. Autre exemple d'analyse multi-ciblée, toujours avec le même appareillage, hein, UPLC triple quadrupole, les composés phénoliques, hein, qu'on va doser dans la tomate ou dans la baie de goji, par exemple. Les phytohormones également, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est une classe de molécules qui sont importantes. Alors il est difficile d'analyser toutes les phytohormones avec la même technique, mais on peut déjà analyser les phytohormones relativement polaires avec une seule technique, hein, en 15-17 minutes, on peut faire un profil de plusieurs dizaines de phytohormones. Il est important de regarder aussi que on doit valider les approches, qu'elles soient ciblées ou non ciblées, en mesurant la répétabilité de l'analyse, hein, en calculant le coefficient de variation lorsqu'on réinjecte un même échantillon. Vous voyez que, par exemple, ici, pour la violaxanthine ou la zéaxanthine, il est assez bas, hein, inférieur à 10%, mais pour certaines molécules, comme la zéaxanthine dipalmitate, il est plutôt de l'ordre de 20%, pour le bêta-carotène aussi. Donc, voilà, ce sont des données qu'il faut avoir en tête pour pouvoir ensuite interpréter les résultats. On va évidemment s'attacher à la linéarité de la réponse, et puis à l'effet matriciel, c'est-à-dire on va regarder l'influence des autres molécules sur le dosage des molécules ciblées. Donc ça, j'en reparlerai plus tard dans le cours. Dans les analyses non ciblées, on peut citer également l'analyse de profilage de métabolites primaires par une autre technique, donc le GC-TOF. Donc là, on va analyser des molécules petites, très polaires, dérivées chimiquement, et donc on peut accéder comme ça à plusieurs dizaines, à 80, 120 métabolites simultanément en une analyse de 30 minutes. Et enfin, donc, les analyses non ciblées en LC-MS, UPLC-QTOF ici, voilà un profil de métabolites secondaires dans un extrait de pêcher. Donc on voit énormément de signaux. En plus, sous le massif ici, la dérive de la ligne de base, se cachent également de nombreuses molécules qu'on va pouvoir extraire du bruit de fond ensuite par des approches de déconvolution. Et donc voilà, en 23 minutes, on va avoir accès à plusieurs centaines de molécules. Ce qui est difficile avec ces approches non ciblées, ça va être de retrouver justement les métabolites, de les identifier. Donc il y a une prise en main un peu longue des logiciels qui permettent de faire ça. Et le point clé, c'est ça, c'est la notation des molécules. C'est ce qui est le plus difficile, en fait. Une fois qu'on a trouvé des biomarqueurs, des signaux qui sont bien discriminants entre catégories d'échantillons, eh bien, la dernière étape pour commencer à réfléchir aux résultats, c'est d'identifier évidemment ces molécules. Donc là, on utilise des bases de données. Il y a également des outils en ligne, dont on abordera certains, qui sont utiles pour procéder à ce travail. La conclusion de ce chapitre, d'un point de vue pratique, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'en métabolomique, il n'y a pas une méthode qui marche avec tout, et il s'agit en fait de mettre au point en permanence, de développer des méthodes qui soient bien adaptées, en vérifiant donc, la performance de la méthode. Je prends des exemples ici. Vous avez une méthode qui marche bien pour profiler un certain nombre
de molécules ou faire une analyse non ciblée, ben, si vous avez une nouvelle matrice, c'est-à-dire un nouveau type d'échantillon, mettons que vous avez fait des développements sur les feuilles, et puis vous analysez des fruits, vous avez fait des développements sur le sérum sanguin, et puis d'un coup vous analysez un tissu, une biopsie de foie, par exemple, eh bien, il va falloir redévelopper, revérifier donc les procédures d'extraction, s'assurer qu'elles sont adaptées à cette nouvelle matrice, les gammes de concentration dans lesquelles vous allez situer votre échantillon par rapport aux limites de la machine. Il faut peut-être retravailler la chromatographie pour optimiser la séparation des molécules. Sans doute retravailler les paramètres de spectrométrie de masse. Vérifier qu'on épuise l'extrait, vérifier qu'il n'y a pas d'effet mémoire, d'effet matrice, c'est-à-dire de contamination d'un échantillon dans la machine par le suivant au cours de l'analyse. Si simplement vous analysez une nouvelle molécule, eh bien, toutes ces étapes aussi devront faire l'objet de développement de façon un peu moins systématique, l'extraction ou l'épuisement peut-être de façon un peu moins systématique. Et puis, si vous faites une nouvelle expérience, eh bien, là aussi, vous serez parfois amené à revérifier toutes ces étapes. Bien, maintenant, nous allons voir les domaines d'application assez rapidement. Alors, contrairement à la génomique, à la transcriptomique ou à la protéomique, la métabolomique a des applications plus nombreuses dans les secteurs industriels, simplement parce que les métabolites sont aussi utilisés dans un certain nombre d'industries. Ce sont des nutriments, par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, ce sont les médicaments qu'utilise l'industrie pharmaceutique, ce sont des molécules qu'on retrouve dans les cosmétiques, et ce sont aussi des molécules qu'on trouve comme polluants dans l'environnement. Donc, cette omniprésence des petites molécules, des métabolites, fait que les techniques de la métabolomique, de la chimie analytique et de la métabolomique sont utilisées en pharmacognosie, en médecine clinique, dans l'industrie énergétique, dans l'industrie agroalimentaire, les biotechnologies, la médecine, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la métabolomique. Si on fait une analyse bibliométrique là entre 1999, donc qui marque le tout début de la métabolomique, et 2016, eh bien on peut voir donc dans la littérature une augmentation du nombre de publications contenant le mot-clé métabolomique. Donc vous avez ici des tranches de 2 ans et le nombre de publications correspondant au mot-clé recherché. On voit une augmentation régulière et même exponentielle en fait sur la période. Si maintenant on regarde le pourcentage de revues, donc il existe 2 types d'articles scientifiques, les articles qui décrivent des résultats d'expériences originales, et les revues qui font le point sur un sujet ou qui abordent une question méthodologique, conceptuelle dans un domaine particulier, eh bien on voit que le pourcentage de revues par rapport à toute la littérature contenant le mot-clé métabolomique a diminué à partir du début de la dernière décennie, donc de 2009-2010. Ce qui signifie que on est passé d'une situation où la métabolomique était évoquée dans des revues pour expliquer le potentiel, les concepts, les méthodes, à une situation où il y a beaucoup plus d'articles originaux qui utilisent la métabolomique pour faire de la recherche scientifique. Concernant les technologies associées à la métabolomique, les instruments, on voit ici donc dans le graphique de gauche les revues donc, qui parlent de métabolomique et qui l'associent soit à la résonance magnétique nucléaire, soit à la spectrométrie de masse en pourcentage. Donc on a la RMN en rouge et la spectrométrie de masse en bleu. On voit que les deux méthodes sont utilisées avec ces 10 dernières années également une augmentation de la proportion de travaux utilisant plutôt la spectrométrie de masse qui s'est un petit peu répandue, notamment dans le milieu médical, qui était traditionnellement plutôt équipé en RMN. Enfin, les deux subsistent, et la spectrométrie de masse s'est beaucoup développée ces dernières années. Dans le graphique de droite, on voit comment se répartit donc la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. On voit donc qu'il y a, en fait, de façon un peu inattendue, une prépondérance d'articles mentionnant la GCMS, et que l'écart se réduit beaucoup, et que la chromatographie en phase liquide s'est extrêmement
démocratisé, développé dans un grand nombre de laboratoires. Là encore, je pense que le secteur médical a beaucoup tiré la chromatographie liquide vers le haut. Enfin, sur le plan des thématiques, dans le graphique de gauche, on voit les articles de métabolomique traitant de biologie humaine ou contenant le mot-clé diagnostic ou le mot-clé médicament, drogue. Donc on voit une augmentation des thématiques liées à la médecine, en fait, une augmentation aussi en rouge des thématiques liées au diagnostic clinique, et à l'industrie du médicament. Donc on a un secteur médical sur la période qui est en croissance régulière, qui s'est approprié, et continue de s'approprier les outils de la métabologie. À droite, en ce qui concerne le secteur végétal, on voit que le pourcentage d'articles traitant de métabolomique végétale était important. Jusqu'à 2005, à peu près, il représentait 40% des publications de métabolomique, donc au début de la période. Et maintenant, on est autour de 20%, c'est un pourcentage qui s'est stabilisé, ça veut dire que d'autres secteurs de recherche que la physiologie végétale se sont emparés aussi de la métabolomique, on l'a dit, la médecine en particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le mot-clé Arabidopsis, donc qui est la plante modèle, a tendance à diminuer en pourcentage du total. Il augmente sans doute en valeur absolue, le nombre d'articles augmente, mais en pourcentage du total, ça diminue, parce que il y a beaucoup plus de gens maintenant qui travaillent aussi sur d'autres espèces, notamment les espèces cultivées. Et si on regarde justement le mot-clé agriculture, on voit qu'il augmente régulièrement à partir de 2007-2009. Donc on a de la recherche appliquée qui se fait dans le domaine végétal avec la métabolomique. Donc les applications, on le verra un petit peu dans le dernier chapitre, hein, mais les trois grandes thématiques que j'ai choisies. D'abord l'application de la métabolomique à la génomique fonctionnelle, l'ensemble des approches qui permettent de comprendre la fonction des gènes, en l'occurrence les gènes impliqués dans le métabolisme. Le diagnostic clinique, l'idée est de faire des tests, de développer des tests à partir de profils métaboliques pour identifier des pathologies ou des situations physiologiques de déséquilibre pré-pathologiques. Éventuellement aussi caractériser les bénéfices santé de certains aliments, plutôt en sciences nutritionnelles. Et enfin, ce qu'on appelle les foodomics, ce sont des analyses métabolomiques dédiées aux denrées alimentaires, donc à tous les stades de production, transformation ou distribution, pour garantir la conformité de ces denrées à un certain nombre de normes sanitaires, la traçabilité, l'origine des produits, les process utilisés, etc., etc.